Bonsoir tout le monde, ou bien bonjour, je ne sais pas d'où vous nous suivez actuellement, mais ici, il fait encore jour, donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Dorette Doubel, fondatrice de Eve Academy. C'est une entreprise qui accompagne les femmes ou les mamans entrepreneuses à gérer leur vie pro et leur vie personnelle, à les accompagner dans le burn-out maternel, dans la reconversion professionnelle, ainsi que le leadership féminin. Comme tous les jours, vous savez que je reçois des invités d'exception. Et aujourd'hui, je reçois un invité d'exception, voilà, qui nous a quand même fait l'honneur de venir donner son expertise et également partager son parcours. Bonjour, Kofis, comment vas-tu? Monsieur, Bonjour. je peux t'appeler Monsieur Kofis ou bien je peux t'appeler Floris? Dis-moi. Alors, si c'est Kofi, c'est monsieur. Si c'est Floris, si c'est le prénom, c'est Floris, en fait. D'accord, donc je peux t'appeler Floris, c'est mieux alors. Oui, ça marche. Ok, super. Comment vas-tu? Ça va chez toi? Ça va, ça va. Grâce à Dieu, ça va. Alors, Super. ma communauté, je pense qu'on a des amis en commun sur LinkedIn, mais tout le monde ne te connaît pas. Voilà, ils ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas vraiment ton parcours. J'aimerais que tu puisses te présenter, dire voilà, qui tu es exactement et quel est ton parcours. Ok. Alors, moi, c'est Kofi Floris, à l'état civil, ivoirien d'origine. Ivoirien d'origine, je suis au Sénégal, ça fait quoi? Ça fait 15 ans déjà que je suis au Sénégal. D'ailleurs, je taquine un peu mes amis sénégalais pour leur dire que bientôt je serai, je serai sénégalais, je vais prendre la nationalité. Alors, je suis venu ici à la base pour mes études, donc pour faire un DESS en marketing et stratégie. Ça m'a permis plus tard de me former dans différents domaines. Donc, je suis un spécialiste en stratégie marketing et commerciale, avec différentes certifications dans différents domaines, voilà, en gestion de projet, communication digitale, etc. Alors, je suis dans ma 13e année d'expérience professionnelle et un parcours assez riche et varié. J'ai fait plusieurs entreprises, notamment des PME, des PMI, des multinationales, dans le domaine de la formation en ligne, dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine du conseil. J'ai fait des cabinets de sondage, études de marché, etc., etc. Alors, au-delà de ce qu'on peut voir sur mon profil LinkedIn, c'est tout ce que je peux dire. On peut le voir sur mon profil. Je suis marié et père de 2 enfants. Donc, j'ai des jumelles. Je suis moi-même jumeau. Donc, je ne sais pas si c'est les gènes qui le font. Je pense que oui. Voilà. Il y a des jumeaux aussi dans la famille. Donc, voilà, je suis marié. Je suis dans ma... Alors, cette année, je vais fêter mes 10 ans de mariage. On a besoin de secrets, on a besoin de recettes. Parce que la nouvelle génération, c'est plus ça. Hein. On a besoin, franchement, on a besoin de vous. On est là, pas de souci. Et voilà, et puis derrière, je suis de confession religieuse chrétienne, je suis chrétien. Voilà un peu pour ce qui est vraiment, vraiment personnel à mon niveau. D'accord. Alors, dis-nous, est-ce que c'était arrivé comme ça depuis tout petit de te dire, tiens, j'ai envie d'être entrepreneur ou bien c'est arrivé par choix? Dis-moi. Alors, l'idée de l'entrepreneuriat, c'est venu au fur et à mesure, pendant que j'avançais dans mes expériences professionnelles. Mhm. Je me suis rendu compte qu'il y a des domaines dans lesquels j'avais certaines capacités, certaines compétences. J'arrivais Mhm. à aider certaines personnes sur certaines questions. Et je me suis dit, mais et si je monétisais la chose? Et si je poussais la chose un peu plus loin? Et si Mhm. j'essayais de structurer ça? Donc, c'est comme ça que, au fur et à mesure, j'ai commencé tout doucement à conseiller des gens donc, par rapport à leur business. Et puis, un autre point que je n'ai pas dit, c'est que je suis aussi coach carrière, coach emploi. Mhm. Donc, j'ai commencé à aider des personnes, à accompagner des personnes dans leur carrière professionnelle. C'est un peu comme ça que c'est venu. Ce n'était pas spontané, mais je me suis rendu compte que j'arrivais à aider les gens, j'arrivais à pousser, à motiver. C'est comme Mhm. ça que je suis dans la chose. D'accord, waouh. Et après, quand tu as fait ce constat-là, qu'est-ce que tu as mis en place? Tu as commencé à te former? Est-ce qu'il y a eu des portes qui ont été fermées? Est-ce que Ouais. tu as galéré comme pas mal de personnes? Alors, dis-nous tout. Alors, moi, j'ai un statut que j'apprécie et que je maintiens jusqu'à présent, c'est que je suis salarié entrepreneur. Mhm. Ça s'explique parce que pour l'instant, je ne veux pas me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat, Mhm. même si c'est vrai que j'ai eu 2 périodes
où j'étais à 100% en entrepreneuriat, de 2014 à 2016, par exemple, et si je ne me trompe pas, de 2019 à 2021. Alors, avantages et inconvénients. Évidemment, étant qu'entrepreneur, voilà, tu as la liberté d'entreprendre, etc. Ça m'a permis de me former. J'ai galéré aussi. C'était difficile. Je me souviens que je me réveillais à 6 heures du matin. J'avais des journées qui finissaient à 21h, 20h, 21h. Wow. Je travaillais même les samedis. À cette époque, mon épouse, je pense qu'elle était enceinte où on avait, oui, elle était enceinte, on avait juste, si, elle était juste enceinte, c'était compliqué. C'était une période très difficile, mais qui m'a beaucoup forgé, qui m'a aidé à développer la résilience notamment. Ça m'a mis beaucoup de pression, mais ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon caractère, dans ma personnalité. Donc, pour moi, voilà, c'est un peu ça que je retiens de l'entrepreneuriat. Salarié entrepreneur parce que, voilà, il y a des périodes où j'ai des opportunités de travailler dans des entreprises, de travailler pendant des années dans des entreprises et ça ne m'empêche pas de, voilà, de naviguer entre les deux éléments. Waouh, waouh. Quel conseil tu peux donner justement à la nouvelle génération actuellement qui, on sait que la nouvelle génération maintenant, c'est plus comme à l'ancienne où c'était obligé de trouver du travail, même si tu te sens pas à l'aise, tu es obligé d'aller travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Maintenant, la nouvelle génération, c'est si ça me plaît pas, je me barre quoi. Ou bien je me mets à mon compte pour voilà. Quel conseil tu peux leur donner justement par rapport à ça? Alors, moi, le conseil que je peux donner, avec la toute petite expérience que j'ai, ce serait de chercher à apprendre d'abord, dans un premier temps, Mm. à apprendre auprès des autres. Alors, tous ceux qui ont des entreprises, quelque part, ils ont commencé quelque part. Lorsqu'on parle du groupe Castel, lorsqu'on parle de GB Food, ce sont des gens qui ont appris quelque part. Donc, ils ont construit leur business. Moi, l'idée, c'est d'aller apprendre. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 5 ans. Ça permet de se frotter au monde du travail. Ça permet d'acquérir certaines compétences. Donc, il y a des compétences que j'ai utilisées dans l'entrepreneuriat, que j'ai eu à acquérir en entreprise. Donc, un, expérience terrain. Deux, ça permet de donner des compétences techniques comme des compétences sociales. Trois, ça permet de se créer, surtout c'est important aussi, un bon portefeuille, un réseau. Voilà. Qu'on peut plus tard exploiter lorsqu'on rentre en mode entrepreneuriat. Donc, pour moi, prenez quelques années, apprenez. Ça permet aussi de pouvoir avoir des finances, hein, parce que qui dit entrepreneuriat dit finance. Il faut être honnête pour ne pas, il faut être responsable pour ne pas se lancer en entrepreneuriat, les poches vides. Donc, travailler pendant quelques années en entreprise, ça vous permet d'avoir donc une certaine manne financière que vous pouvez investir dans l'entrepreneuriat. Voilà. D'accord. Et dis-moi, pourquoi as-tu choisi le domaine du marketing et commercial? Pourquoi? C'est une très bonne Pourquoi question. ce choix-là? Alors, on va essayer de la faire courte. J'ai une maîtrise en sciences de gestion et j'ai des certifications en fiscalité et en comptabilité. Donc, en réalité, je devais être comptable, je devais être fiscaliste, etc. Mais je me suis rendu compte que j'avais le contact facile avec les gens. Je me suis rendu compte que je m'ennuyais rapidement, donc à rester statique derrière un ordinateur, à produire des chiffres. Je me suis rendu compte que j'aimais aller justement au contact des gens. Je me suis rendu compte que j'aimais réfléchir sur des difficultés, apporter des solutions. Et tous ces éléments sont du côté marketing. Donc, je me suis dit, D'accord. mes compétences, mes appétits, mes intérêts me poussent naturellement vers ça. Mais c'est mieux d'embrasser cette carrière-là. Voilà. Waouh, waouh. Alors, on va aller dans les commentaires. Nous avons un bonjour de Tonton Bekir, voilà, qui te passe le bonjour. Bonjour. Nous avons également le bonjour. Il dit, comment allez-vous dans route? Il te demande comment tu vas. Donc, Voilà. Et nous avons également le bonjour de Virginie, voilà, qui nous passe le bonjour. Merci beaucoup en tout cas pour les encouragements. Merci d'être connecté. Et nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet concernant la stratégie marketing et commerciale. ok. Dis-moi, quelle erreur éviter lors de l'élaboration, d'une stratégie marketing? Alors, pour moi, les erreurs à éviter, c'est beaucoup plus ce qui est lié à la façon de faire la stratégie. Parce qu'une stratégie marketing obéit à des étapes. Lorsqu'on parle de stratégie, il faut comprendre simplement que c'est le comment, on cherche le comment. J'ai un objectif à atteindre. Je dois déplacer mon véhicule, je ne sais pas, de la maison au bureau, par exemple, n'importe quoi.
la façon dont je vais m'y prendre pour passer mon véhicule de ma maison à mon bureau, c'est ça qui est la stratégie. Donc, pour moi, dans un premier temps, ce qu'il faut connaître, c'est son environnement, de pouvoir faire donc ce qu'on appelle une étude de marché. Donc, très souvent, on n'a pas suffisamment creusé la partie amont, la partie étude de marché, et on fonce dans la stratégie. À peine on a peut-être eu un insight, on a vu que telle chose peut être en train de marcher à côté, le voisin fait ceci, on nous a sollicité une ou deux fois par rapport à un service, on s'est dit, tiens, c'est quelque chose qui va marcher, et on fonce pour aller faire la stratégie. Donc, il faut verrouiller cette partie-là, marché, de segmentation, etc. Donc, c'est très important, sinon après, on peut faire une stratégie qui ne répond pas à un besoin. Donc, on prend son temps, on prend des semaines, on déploie, on met des moyens, etc. Et puis après, on se casse la tête. On se rend compte que notre produit n'adresse pas un besoin, personne n'a besoin finalement de nos services, etc. Et c'est du temps, c'est de l'énergie et de l'argent qui est gâché. Pour moi, c'est vraiment ça, la grosse erreur. C'est de prendre le temps de connaître son marché, de connaître sa cible, de se rassurer que ces personnes ont besoin de ce qu'on a à offrir. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Hein, voilà. On peut faire des tests, on peut faire un MVP, on peut faire des focus group, on peut faire des questionnaires. Il y a tellement d'éléments qui nous permettent de pouvoir nous rassurer que le produit intéresse un marché ou intéresse des cibles. Et à partir de là, on peut passer à la stratégie. Wow. Et justement, comment choisir les leviers marketing adaptés à son entreprise? Alors, les leviers vont dépendre du produit ou bien du service. Parce que tout ne se market pas de la même manière, tout ne s'adresse pas de la même manière. Donc, les leviers vont vraiment dépendre de ce qu'on veut faire, donc des objectifs qu'on veut atteindre. Les leviers vont dépendre même de la cible aussi. Supposons, je dis n'importe quoi. Bon, par exemple, moi, j'accompagne des entrepreneurs. J'accompagne, bon, on va prendre le côté coaching, emploi, pourquoi pas. Donc, j'accompagne, par exemple, des professionnels, des étudiants dans leur carrière. Les leviers que je vais utiliser, je vais me demander quels sont les points de contact, parce que les leviers, pour les chercher, pour les trouver, il faut se demander quels sont les points de contact avec ma cible. Je veux coacher des étudiants. Je me dis, où est-ce que je trouve ces étudiants-là? Quels sont les points de contact? Alors, Dorette, des étudiants, on les trouve où? On les trouve sur les campus. Donc, il y a le présentiel. On les trouve où? On les trouve sur les réseaux sociaux. Par rapport aux réseaux sociaux, on va maintenant creuser pour voir quels sont les réseaux qui s'utilisent le plus souvent. C'est une génération TikTok, c'est une génération Instagram. Donc, dès lors que la cible est bien définie, dès lors que on connaît l'objectif qu'on veut atteindre et dès lors qu'on a une idée claire de la cible, on peut justement chercher les leviers pour cette cible-là. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Waouh, waouh. N'hésitez pas à poser des questions. Ceux qui en commentaire, si vous avez des questions à poser à Floris, n'hésitez pas, d'accord? Et il pourra répondre à vos questions. Et justement, tu as parlé de levier, mais dans ce cas, comment on fait également pour se différencier en ligne dans un marché qui est saturé? Par exemple, là, on parle de coaching. C'est tellement saturé, tout le monde est coach maintenant. Comment justement se différencier par rapport à ça? C'est une excellente question. Et c'est la question à $1 million. Tout le monde cherche justement à se différencier parce qu'on fait à peu près la même chose. Voilà. Les coachs emploi, il y en a, les coachs carrière, il y en a, les coachs business, il y en a, etc. Comment se différencier? Alors, pour moi, c'est deux choses. La première, déjà, c'est d'essayer de bien connaître son marché, en fait. Donc, son marché concurrentiel. C'est de bien connaître ses concurrents. De voir qu'est-ce qu'ils font, ces concurrents-là. Qu'est-ce qu'ils font qui marche? Pas juste aller copier, entre guillemets, bêtement ce qu'ils font. Non. Qu'est-ce qu'ils font qui marche? Comment est-ce qu'ils font pour avoir les résultats? Analyser ce qu'ils font et à partir de là se dire, OK, je ne vais pas réinventer la roue. Qu'est-ce que je vais faire qui peut toucher mon audience, ma cible, qui peut marcher, mais qui serait un peu différent? Donc, être dans le type de format qu'on choisit. Je remarque que mes concurrents, c'est plus, je ne sais pas, des textes écrits, des images. Peut-être je me suis renseigné ou j'ai un peu fouillé, je me rends compte que le format vidéo, ça plaît aussi à mon audience, à ma cible. Je dis, je fais la même chose que mes concurrents, mais en format vidéo. Ça, c'est un exemple. Donc, on peut avoir ce genre de variation-là en tenant compte de ce que font nos concurrents, ce qui marche, qui réussit,
Et à partir de là, donc, on va adapter, on va porter sa petite touche. Ça peut être dans le branding, par exemple. On va faire à peu près la même chose, mais dans le branding, dans les couleurs qu'on va choisir, dans le ton, un ton décalé, un ton plus corporate, sérieux, un ton, etc. Donc, dans le ton, dans le branding, dans les couleurs, ça peut être dans la façon dont on adresse, ça peut être dans les points de contact. Mhm. On rend compte que les autres sont beaucoup plus en ligne. Nous, on peut essayer d'aller plutôt en présentiel. Donc, c'est un peu comme ça qu'on se différencie. Au-delà de ça, il y a beaucoup de tests. Mhm. On parle des différenciations, il faut faire des tests. On essaie ceci, on regarde le feedback, qu'est-ce que ça donne. On essaie de tester stratégie, on regarde le feedback. Dorette fait des lives, elle fait très souvent des lives. Elle va regarder le retour par rapport à ces lives-là. Mhm. Commentaires, la participation. Donc, elle va voir ses métriques. Il y a combien de personnes qui participent à ces lives? Est-ce qu'à travers ces lives, elle arrive à avoir des clients? Quel est le qui vient par rapport à ces lives-là, etc. Et c'est en fonction de ça que tu vas niveler, en fonction de ça que tu vas apporter les corrections. Je dirais que c'est l'une des façons de faire. L'autre façon aussi, qui marche aussi, c'est de chercher tout simplement à se nicher, comme on dit, à trouver une. Par exemple, on va faire un peu l'exercice avec toi. Rappelle-moi un peu ce que tu fais. Je sais que tu t'adresses aux mamans qui font de l'entrepreneuriat. Vas-y un peu. C'est Comment ça ça. Donc, ma cible, ce sont les mamans, les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat et qui souhaitent gérer leur vie pro et leur vie personnelle et certaines qui sont passées par le burn-out maternel. Donc, c'est ce que je propose également dans mon offre et la reconversion professionnelle. Voilà. Donc, ça peut être à ton niveau de dire, OK, plusieurs personnes font à peu près ce que je fais, je veux toucher une cible un peu plus précise, je, je ne veux pas être tout le temps en train de me frotter avec la concurrence. Qu'est-ce que je fais? Comment je me niche? Alors, stratégie, ça peut être par exemple d'étudier les besoins justement je vais dire la ciblage et d'essayer de la resserrer. Ça peut être par exemple, OK, moi je vais essayer de voir, est-ce que des mamans qui allaitent les enfants, par exemple, je dis qui sont avec des enfants de 0 à 2 ans, elles sont le plus souvent à la maison. Peut-être qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir mettre les enfants en garderie, etc. Ou bien les femmes au foyer, tout simplement, entreprendre. Voilà. Parce que le bébé, ce n'est pas toute la journée qu'on a à le gérer. Elle a des moments de flottement en cours de journée. Elle a 3 heures, 4 heures, 5 heures de flottement. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ça peut être les mamans qui allaitent des enfants peut-être de 0 à 2 ans, qui sont à la maison, qui n'ont pas une grande mobilité, mais qui veulent par exemple entreprendre depuis la maison. Donc, on peut analyser ça pour voir est-ce qu'il y a une réelle opportunité, est-ce qu'il y a un besoin par rapport à ça qui est exprimé, etc. Et ça peut être ta niche. Donc, dans ta communication, tu vas t'adresser uniquement à ces personnes-là et ça va faire la différence. Voilà. Waouh! J'espère que vous notez, hein. J'espère que vous notez vraiment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment de poser toutes vos questions. Si vous avez des doutes concernant votre business, concernant la stratégie marketing de votre entreprise, n'hésitez vraiment pas à poser toutes les questions. Alors, nous allons aller dans les commentaires. Nous avons un commentaire de Virginie qui nous dit super sujet intéressant. Donc, c'est un sujet très intéressant. Merci beaucoup, Virginie. Nous avons un commentaire également de Becky qui dit très intéressant les tips de Floris. Voilà, donc il aime beaucoup tes tips. Très beau live, les amis. Je ne serai pas trop réactif en commentaire, mais mes mains sont occupées. Voilà, donc en gros, ils nous écoutent en podcast. Voilà. OK. Merci beaucoup, Fataou, pour le soutien. Alors, si nous allons maintenant dans tout ce qui est développement commercial et croissance d'une entreprise, comment passer d'une start-up à une entreprise en croissance? Ça, c'est une bonne question. Une start-up, une entreprise en croissance. Alors, je dirais la première des choses, c'est de suivre ses objectifs. En fait, tout se joue là. On a créé une start-up, c'est par rapport à une vision. En général, on dit que les start-up veulent disrupter. Voilà. On veut apporter quelque chose de nouveau, on veut être novateur, on veut casser les codes, on veut innover, on veut découvrir ou bien voilà, mettre en place l'idée qui va faire wow, qui va toucher des gens, qui va révolutionner, etc. Pour passer de start-up entreprise en croissance, c'est pour moi maîtrise les objectifs. C'est ça qu'il faut poursuivre. En fait, on peut dire beaucoup de choses, mais tout va se ramener à ça.
J'ai créé ma startup avec une vision, par exemple, que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je dois être à un niveau A. Par exemple, on a ce qu'on appelle les objectifs à CTMTLT, donc à court terme, Mhm. à moyen terme et à long terme. Mhm. Donc, à court terme, qu'est-ce que je veux? Hein, d'ici 1 an, je veux être où? Je veux accomplir quoi? À moyen terme, de 1 à 5 ans, par exemple, je veux être où? À quel niveau? Etc. À plus de 5 ans, ou à 10 ans, ou dans 20 ans, qu'est-ce que je veux faire? Je veux être où? Pour moi, passer de start-up à entreprise en croissance, être un leader qui est capable de rester focus, de rester concentré sur ses objectifs. Donc, il y aura cette poursuite d'objectifs-là. Et derrière, il faut faire le suivi et l'évaluation. Donc, dans le suivi, c'est capable de piloter son activité avec ses rapports. Ça peut être des rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels. C'est être capable de quelqu'un qui est flexible. Donc, vous pouvez prendre une direction, on a décidé telle stratégie, on va dans telle direction. Au bout de 6 mois, de 9 mois, on se rend compte que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Mhm. On ne reste pas bloqué. On décide donc de pouvoir être flexible, on décide d'apporter, donc de prendre une autre approche, de chercher donc d'autres solutions. Donc, en poursuivant ces objectifs, en faisant le suivi de ces objectifs, en faisant les évaluations régulières au niveau de ces objectifs, normalement, si tout marche bien, on devait être capable de passer justement de start-up à entreprise en croissance. Maintenant, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. Et c'est là où c'est parfois difficile. Le volet humain. Mhm. Donc, tu fais ton business, tu as des employés avec qui tu es en train d'avancer et tu te rends compte dans ton staff qu'il y a des employés, par exemple, qui plombent l'ambiance, qui sont contre-productifs, qui critiquent ta façon de faire, qui ne sont pas soumis à la hiérarchie, etc. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des décisions à prendre. Je Mhm. te pose la question, tu fais quoi, Dorette? Bah, avant de les licencier, d'abord, je fais une réunion, déjà avec le responsable qui s'occupe de l'équipe, parce que je mettrai chaque responsable pour encadrer. Je fais d'abord une réunion avec le responsable et après, maintenant, je fais une autre réunion également avec les personnes concernées et j'essaie de trouver des mesures qu'il faut par rapport à ça. Mettre les mesures en place pour pouvoir améliorer justement la situation. Au lieu d'être tout de suite strict et les virer, non. Je cherche quelque chose qui s'adapte, une solution adaptable pour tout le monde. Exactement. Donc, il y a cette approche-là. Tantôt, je parlais de flexibilité. Mhm, Il faut être capable d'être flexible, mais justement, il faut le juste milieu. mhm, Donc, il y aura cette étape de coaching-là avec les gens avec qui tu as commencé ou bien les gens qui t'ont rejoint en cours d'aventure. Il faudra être patient avec eux, il faudra cette flexibilité avec eux, il faudra être capable d'identifier peut-être les éléments pour lesquels ils doivent monter en compétence. mhm, Peut-être que c'est des problèmes personnels, etc. Bon, on ne rentre pas dans cette case-là, mais je veux dire, arrivé à un certain moment, il faut être capable de prendre certaines décisions. On essaie de coacher, on essaie d'aider, etc. Ça n'a pas marché. Il faut être responsable, il faut être capable de prendre certaines décisions. Ça peut vouloir dire aussi, c'est triste ou c'est dommage, mais ça peut vouloir dire aussi de se séparer des gens. Donc, je le mhm, dis particulièrement pour l'entrepreneuriat pour les Africains, parce que très souvent, on mélange les choses. Je donne une anecdote. Euh, je travaille dans une entreprise comme responsable commercial. Je travaille dans l'entreprise et il se trouve que le propriétaire de l'entreprise, il a intégré sa famille à l'intérieur de l'entreprise. mhm, Une première fois, il a intégré sa famille. Niveau comptabilité, ils ont tout bousillé, vraiment le thème. Donc, voilà, il s'est séparé d'une première personne. Il a continué ensuite son activité et il se trouve que au niveau donc de quelqu'un qui tient le volet commercial, il a un de ses parents, un de ses frères qui tient le volet commercial mais qui ne fait pas le travail. mhm, C'est quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose qui revient depuis plusieurs années. Donc, par exemple, moi, quand je suis arrivé, il y a eu des clashs avec cette personne, etc. J'ai essayé de monter, on a essayé de faire la montée en compétences, etc. Mais après, je suis allé le voir, j'ai dit, bon, c'est toi qui choisis, c'est ton entreprise, c'est ton business. Mais voilà, 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 par rapport aux chiffres, par rapport à ce que tu m'as donné comme objectif, pour moi, voici telle situation, il faut qu'on se sépare de lui. C'était un membre de sa famille, c'était pas facile. mhm. Donc, il a pu comprendre, il a regardé son intérêt par rapport
à son entreprise, finalement, il a pris la décision de pouvoir arrêter ce monde de famille-là. Alors, c'est important pour ceux qui veulent entreprendre, c'est être capable de prendre des décisions difficiles. Parce que sans ça, il n'y a pas de croissance. On va toujours être dans le sentimentalisme, on va toujours vouloir attendre, on va toujours vouloir patienter, etc. Il faut le faire, bien sûr, mais il y a des niveaux où on n'a pas le choix. Comme on dit, il faut prendre les meilleures personnes et avancer. C'est un peu ça. Wow. Alors, on a une question de Bekir qui nous dit comment lier marketing et commercial. Comment lier marketing et commercial? Alors, les deux sont étroitement liés. Alors, une façon facile de faire ça, c'est lorsqu'on définit la stratégie marketing, c'est de raisonner mix marketing. C'est-à-dire, pendant qu'on définit la stratégie marketing ou le plan marketing, on doit raisonner mix marketing. Une fois qu'on prend cette approche-là, forcément, on rejoint le commercial. Donc, on connaît tous les 4 P du marketing. Donc, j'ai un business à développer, je suis entrepreneur. Supposons que je vends des produits, je ne sais pas moi, des produits laitiers, n'importe quoi, dans l'agroalimentaire. Donc, pour aller marketing et commercial, il faut pouvoir décliner la partie marketing sous l'aspect des 4 P. Donc, le produit, le premier P, c'est le produit. Comment est-ce que je market le produit? Comment est-ce que je le présente? L'emballage, etc. Le deuxième P, c'est le price. Comment est-ce que je définis le prix du produit? Donc, dès que je parle de prix, immédiatement, le commercial est imbriqué. Dès que je parle de prix, le commercial se rejoint au marketing. On va définir des stratégies de prix. Donc, ça veut dire que le marketing et le commercial vont se rejoindre là. Est-ce qu'il faut vendre plus cher que le marché? Est-ce qu'il faut vendre au même niveau comme les concurrents? Je vends mes produits comme mon voisin le vend au même prix, le même paquetage, les doses à l'intérieur, etc. Est-ce qu'il faut vendre moins cher parce que je débute? Je veux lancer le produit. Donc, une fois qu'on raisonne mix marketing, ça permet facilement d'imbriquer le commercial. Parce que les commerciaux ou le volet commercial va nous donner des inputs au marketing. Le commercial va dire au marketing, écoute, le prix peut-être que tu veux faire, il est trop élevé. Sur le marché, c'est moins que ça. On a le commercial. Le commercial va lui dire, l'emballage que tu as choisi ou ta façon de présenter ton produit, c'est pas bon. Même la communication sur les réseaux sociaux, le commercial peut intervenir. Les clients nous ont dit qu'ils n'aiment pas trop cette couleur ou bien qu'ils voudraient voir ceci. Les clients ont demandé, ont posé telle question, etc. Donc, quand on raisonne mix marketing, on fait intervenir le commercial. On raisonne sur le produit, on raisonne sur le prix, on raisonne sur le volet communication. Donc, le commercial va intervenir. Le commercial veut vendre, on veut faire des volumes. Le commercial va demander le support du marketing. Écoutez, on veut vendre, ou bien on a une activité sur le terrain, on va réduire les prix, on fait une opération promo, on va réduire les prix du produit. Le commercial va solliciter le marketing, qui va communiquer sur cette promotion-là, qui va soutenir par la communication, donc le commercial sur le terrain. Donc ça, c'est pour le côté promotion du marketing. Le côté place, le côté distribution qu'on connaît, ben, ça rejoint toujours les deux éléments, les commerciaux comme le marketing. Donc, il faut raisonner mix marketing. Alors, par contre, je n'entends plus le son. Waouh, excuse-moi, j'ai coupé le son parce qu'il y avait du bruit par rapport à ma fille. Mais en tout cas, moi, je prends note. Hein. De toute façon, moi, j'ai le replay. Je ne sais pas, vous n'avez pas le replay. Donc, notez vraiment tous les conseils qu'il va vous donner. Moi, je peux retourner en arrière. Hein. Donc, en tout cas, il y a un replay après sur YouTube et également sur ma chaîne YouTube et également sur mon compte LinkedIn et suivi également de Floris pour pouvoir regarder le live. Alors, Bekir, te remercie pour ta réponse et tes explications. Nous avons le bonjour de Arlette, voilà, qui nous fait un petit coucou. Merci beaucoup, Arlette, pour les encouragements. Alors, dis-nous, concernant encore tout ce qui est développement commercial et croissance d'une entreprise, quelle stratégie tu peux donner à une entreprise qui souhaite augmenter son chiffre d'affaires tout en optimisant ses coûts? Tu m'entends? Ton micro est coupé? Oui, c'est bon. Ah, okay. L'entreprise veut augmenter son chiffre d'affaires tout en optimisant ses coûts. C'est ça. Alors, à ce niveau-là, il y a plusieurs approches. D'accord.
Il y a des coachs business que je suis, que j'apprécie beaucoup, etc., qui ont des approches différentes. Et moi aussi, j'ai une approche différente. Alors, certains disent qu'on ne peut pas vouloir, développer son business, accroître son chiffre d'affaires, tout en réduisant ses coûts, en refusant d'investir. Donc, il y a toute une explication derrière, etc. On ne peut pas vouloir développer, faire plus de ventes, rentabiliser plus et ne pas vouloir investir. Et c'est tout à fait logique. Pas moi. Oui, vas-y. Je dis. Non, non, je t'écoute, hein, je t'écoute. Je suis en train de t'écouter là. On fait 100 000 francs de chiffre d'affaires. On fait Ouais. 100 000 francs de chiffre d'affaires. On veut passer à 400 000, je dis n'importe quoi. On veut faire x4. Bon, x4, c'est un peu. On fume un peu là. Mais on veut faire x2, par exemple. On veut passer de 100 000 en chiffre d'affaires par mois à 200 000. Alors, comment doubler comme ça sans investir? Je dis n'importe quoi. J'ai un business, j'ai peut-être une personne qui m'aide sur le business, et à deux, on fait 1 000 euros par mois. À deux, on fait 3 000 euros par mois de chiffre d'affaires. On se donne à fond, on est à 100% de ce qu'on fait. Vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui est paresseux, etc. Tout ça. On fait 3 000 euros. On veut passer à 5 000, à 6 000 euros. Comment est-ce qu'on va faire ensemble si on ne prend pas peut-être une troisième personne qui va venir s'ajouter à nous, qui va venir justement apporter ses compétences, qui va venir justement apporter son bras pour que nous puissions passer à un autre niveau. Donc, certains vont dire il faut investir si on veut augmenter le chiffre d'affaires. Maintenant, il y a différentes stratégies qui peuvent nous permettre de réduire les dépenses d'investissement parce que dans tous les cas, il faut investir. Donc, souvent, quand on entend optimiser, on pense à réduction. Optimisation, ce n'est pas forcément réduire le coût. Exactement. On peut dépenser, mais dépenser le juste montant. Dépenser juste ce qu'il faut. C'est un investissement, mais dépenser juste ce qu'il faut. En fait, éviter le gaspillage. Aussi, agir avec parcimonie. Pour moi, c'est deux choses. Ce que je conseille en général à mes clients et qui marche bien, c'est une approche déjà qui est centrée sur le client. Dorette veut développer son business en optimisant ses coûts. Elle va se rassurer de donner de la qualité à ses clients. Elle va se rassurer de transformer ses clientes en ambassadrices par rapport à son service. Donc ça, c'est la stratégie qui est basée sur le client. C'est transformer le client en ambassadeur, faire en sorte que ce client-là recommande tes services à son entourage. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la recommandation est la stratégie la plus puissante en marketing. C'est celle qui va le plus vite et c'est cette stratégie qui est la plus crédible. Parce que Floris va parler sur les réseaux sociaux, je suis coach en business, suivez-moi, je vais développer votre chiffre d'affaires, etc. On va dire, bon, c'est Floris. Chez des clients, voilà, il veut vendre ses produits, il veut vendre ses services. Mais lorsque des tierces personnes vont aller dire, ben, je suis passé, j'ai été coaché par Floris, j'avais un business qui était en train de s'écrouler, il m'a aidé, on a fait plus de 15% sur mon chiffre d'affaires, etc. Ces personnes-là seront plus crédibles parce qu'en guillemets, elles ne gagnent rien à faire de la publicité gratuitement pour moi. Donc pour moi, c'est la recommandation. Transformer ses clients en ambassadeurs. Faire de ces personnes des ambassadeurs, des gens qui vont justement parler de vos produits, de vos services autour. Ça suppose une qualité de service, une qualité de prestation. Derrière, on peut toujours les utiliser pour faire un peu de témoignages à gauche, à droite, etc., les utiliser dans les leviers sur les réseaux sociaux. Donc, la recommandation. Il y a une stratégie qui est basée sur l'environnement concurrentiel, sur les concurrents. Que moi, je ne vois pas d'objection à l'utiliser, ce sont les partenariats, tout simplement. Donc, c'est de voir le concurrent qui est en face de moi, qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Qu'est-ce que j'ai qu'il n'a pas? Et on peut définir un partenariat sur des éléments qui seront mutuellement profitables et qui vont nous permettre d'avancer. Donc, nous avons des stratégies basées sur le client. Donc, j'en ai déjà parlé tantôt, recommandations, les transformer en ambassadeurs, faire des programmes de fidélité. Il y en a plein. Il y a le parrainage.
Mhm. Le Aussi parrainage, qui fonctionne. Mhm. tout C'est vrai. simplement. Le parrainage, je prends le parrainage. Un de vos clients vous envoie un autre client, il a un petit bonus, Mhm. il a quelque chose de spécial qu'on lui donne. Donc, Mhm. stratégie basée sur le client et des stratégies basées donc sur les concurrents avec donc la recommandation, qui pour moi Waouh. qui est un puissant levier pour pouvoir développer son business. Waouh. Merci en tout cas. Moi, je note, hein. Ah, de Je super. note, ouais, je note bien. C'est enregistré. Je vais revenir là-dessus après. En plus, ce qui est bien, c'est que tu me prends moi comme exemple. Donc, c'est encore plus, mais plus mieux même. Alors, dis-moi, lors des périodes, comment tu fais en tout cas pour réussir lors des périodes d'incertitude? Par exemple, comment maintenir la stabilité de son entreprise en période de crise? Un autre exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire, par rapport au Covid, ce qui s'est passé au Covid, comment toi tu as pu justement gérer la crise, cette crise-là? Alors, la gestion des crises n'est jamais évidente, évidemment, Mhm. parce que la crise a parfois cette manie de venir sans prévenir. Mhm. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, en fait, il y a plusieurs façons de faire. Mhm. Déjà, il faut essayer d'anticiper au maximum. C'est ce qu'on appelle la proactivité. Mhm. Un, un responsable d'entreprise, un entrepreneur, un businessman doit à la fois jongler entre le côté pessimiste et le côté optimiste. Certains appellent ça un optimiste réaliste. Mhm. Que on ne sait jamais, il peut y avoir un problème au niveau de l'État, il peut y avoir un problème au niveau des législations, donc ce qu'on appelle des facteurs externes. Mhm. L'État, la législation, un tremblement de terre, whatever. Et on est coincé, l'entreprise peut péricliter, les choses peuvent se dégrader. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être capable de faire des réserves. Mhm. Être capable de faire des réserves. On doit être capable d'avoir une trésorerie qui peut nous supporter 1, 3, 6 mois d'activité. Il faut faire des réserves. Il faut se dire, on ne sait jamais. Je mets quelque chose de côté. Au cas où il y a un sinistre, au cas où il y a une crise, Mhm. des éléments. Un autre élément qu'on peut utiliser, ben, c'est qu'on réagit en temps réel, on réagit à chaud. On n'a rien prévu, on n'a pas de trésorerie, on n'a pas on n'a pas mis de côté de l'argent, etc. On ne subit pas la crise. Mhm. Là, il faut tout simplement être résilient. Il faut tout simplement être résilient, se dire que ça va passer, parce que tout passe, la crise va passer. Mhm. Il faut identifier les causes de cette crise-là et tout faire pour minimiser son impact sur l'activité. Finalement, c'est la seule solution. Ça peut être le fait de, pourquoi pas faire une pause de l'activité. Mhm. Pause. Un entrepreneur, il y a une crise qui arrive, on ne sait pas quoi faire, on ne s'en sort pas. On peut faire une pause de Mhm. l'activité. Et moi, ce que je conseille, c'est que lorsqu'on fait cette pause-là, il faut se recentrer sur les choses qu'on maîtrise, qu'on sait faire et qui peuvent facilement nous apporter des devises, de l'argent par rapport à la vie de tous les jours. Mhm. Une pause sur le business. Je dis n'importe quoi. Durant votre parcours, vous avez été community manager. Mhm. Peut-être vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, vous faites quelque chose qui n'a rien à voir avec le community management. Mhm. Import, export de bouteilles plastiques. Je dis n'importe quoi. Il y a un problème, il y a une situation, une difficulté qui fait que ça ne marche plus, etc. C'est une crise, vous n'arrivez pas à trouver une solution. Mais vous pouvez faire une pause Mhm. et vous recentrer sur ce que vous maîtrisez, qui peut vous permettre de faire rentrer un peu d'argent, retourner au community management. Pourquoi pas? Le temps que le mauvais vent passe. Ça aussi, Ouais. c'est. Waouh. Donc, il y a cette situation-là. Vous pouvez vous retrouver. Bon, là, ça va dépendre du type d'entreprise, hein. Chez une grande entreprise, on va céder une partie des actions, voilà, pour renflouer les caisses. Donc, tout va dépendre du type d'entreprise. C'est au cas par cas en réalité. Mhm. Pour nous, les entrepreneurs, en cas de crise, c'est de prendre le temps de bien analyser la crise. Une stratégie pour quelqu'un qui a totalement. Oui, il y a une question pour toi là. C'est Oui. Virginie qui te demande une stratégie pour quelqu'un qui a totalement repositionné son activité sur le plan commercial. Par quoi commencer au niveau marketing?
Alors, c'est une bonne question, mais j'aurais besoin de détails. Alors, une stratégie pour quelqu'un qui a totalement repositionné son activité sur le plan commercial. Qu'est-ce qu'elle entend par repositionner son activité sur le plan commercial? C'est ce qu'il faut savoir. Alors, essaie de décrire, Virginie, dis-nous un peu plus par rapport à ce que tu ta demande. Comme ça, il pourrait un peu plus te donner une Donc, réponse plus claire. il y a Nous avons un message de Mikanou, voilà, qui nous dit, donc, ça revient à l'histoire de Joseph dans la Bible. Exactement, exactement. Tout à fait. Alors, exactement. pour ceux qui n'étaient pas là à l'avance, voilà, Floris, il est chrétien, voilà, et moi ici, donc du coup, vous étonnez pas si la Bible revient de temps en temps. Donc voilà. Alors, nous avons un message de Fataou, bon voilà, qui répond à Bekir. Et Bekir qui répond à Fataou, oui, je suis sérieux. Et pas, voilà. En gros, Bekir, il dit qu'il est en train de noter dans sa tête. Voilà. Et Fataou lui répond, tu es sérieux? Et lui dit, oui, 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 je suis sérieux. OK. C'est entre les deux. Hein. Faut pas, voilà, ils se comprennent, c'est l'essentiel. Tout à fait. Alors, nous avons le bonjour de Diarmina. Merci beaucoup, ça fait plaisir de te voir. Alors, merci pour ce petit message. Je te fais des gros bisous. Alors, dis-nous, je sais que voilà, on ne va pas rester longtemps parce qu'il a des priorités familiales, mais j'ai une dernière question à te poser. Après, nous allons retourner dans les commentaires. Donc, en attendant, n'hésitez pas à poser des questions, d'accord? Comme ça, il pourra vous répondre directement. Virginie, repose ta question, mais améliorée. Voilà, comme ça, il pourrait donner une réponse un peu plus claire. Quel outil recommandes-tu pour gérer une équipe commerciale? OK. Ça, c'est Quel outil? Dis-nous. Alors, il y a un outil que j'ai découvert depuis quelques années qui, pour moi, est fantastique pour la gestion commerciale. C'est de gérer l'équipe commerciale en mode projet. Ça ne se fait pas partout, mais pour moi, c'est la meilleure façon de faire. En mode projet, c'est-à-dire qu'on va former les commerciaux sur deux outils. On va former les commerciaux sur un outil CRM comme Salesforce ou bien HubSpot CRM qui permet justement de suivre donc, le processus, donc les étapes de vente, de la prospection par rapport au client. Est-ce que c'est un prospect, est-ce que c'est un client, etc. Donc, ça nous permet de pouvoir avoir en temps réel, de pouvoir savoir en temps réel ce que les commerciaux font parce qu'ils vont qualifier les clients. Je suis au niveau contact. Après, bon, voilà, il est au niveau, donc, je suis au niveau de l'acquisition du client, etc. Donc, les commerciaux vont qualifier, on appelle ça un pipe. Voilà. Bon, je vais utiliser les termes commerciaux, je suppose que c'était compris. Donc, on va créer un pipe qui permet de pouvoir suivre étape par étape l'évolution de nos clients. Ça permet donc au manager, évidemment, qui a une vue sur ces outils-là, de savoir où en sont ces commerciaux. Donc, objectif versus réalisation. Tu devais envoyer 300 clients, bon, tu devais envoyer 30 clients au cours du mois, c'est-à-dire un client par jour. Tu en es où actuellement par rapport à ton objectif? Nous sommes à la semaine 1, semaine 1, tu en es où? Semaine 2, tu en es où? Est-ce que tu as 50%? Est-ce que tu as 40% de ton objectif? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas, etc. Donc, c'est de pouvoir avoir ces genres d'outils-là, où on n'a pas besoin à chaque fois de venir demander au commercial de façon orale, tu fais quoi? Tu en es où? Tu as quel rendez-vous aujourd'hui? Non, non, non. Ça, c'est l'ancienne façon de faire. Évidemment, il y a des briefings qu'il faut faire. Donc, dans les outils de gestion, il faut absolument avoir des points de contact avec les clients, des moments de contact. C'est ce qu'on appelle les briefings. Donc, quand je pilote des équipes commerciales, par exemple, chaque lundi matin, on fait des briefings. On fait un N-1. Qu'est-ce qu'on a fait par le passé, la semaine précédente? C'était quoi les difficultés, les challenges? Et on va à N. Qu'est-ce qu'on doit faire cette semaine? Quels sont les outils? Qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, pour pouvoir piloter l'équipe commerciale, il faut ce type d'outil-là. C'est un outil CRM qu'on peut utiliser, qui est facile à mettre en place. Ou on se met en mode projet, on peut faire les deux. Vous avez des outils comme Asana ou bien comme Trello qui permettent à un collaborateur de pouvoir avoir sa liste de tâches avec des délais précis pour ces tâches. Donc, 3 ou 4 niveaux d'action à faire. Donc, je dois faire ça. En cours, je suis en train de le faire. Et puis, par exemple, donne, exécuter. Si vous prenez juste ces 3 instances-là, ça vous permet en temps réel de savoir ce que les commerciaux, ce que votre équipe commerciale est en train de faire. À faire, je dois prospecter tel client. À faire, je dois vendre telle marchandise. À faire, je dois lancer tel programme de coaching, etc.
en cours, je suis en train de faire la chose avec un délai précis. Donc, on pilote les équipes avec des objectifs chiffrés. On les pilote avec des délais. On les pilote avec des outils de suivi de leur activité. Donc, des objectifs chiffrés. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois vendre? Combien de clients est-ce que tu dois avoir? Quel chiffre d'affaires tu dois réaliser? Objectif chiffré. Donc, l'objectif mensuel qui est ramené à l'objectif annuel qui est renvoyé à l'objectif mensuel, qui renvoie à l'objectif par semaine, qui renvoie à l'objectif journalier. On le pilote comme ça. 1. 2, on le pilote donc avec une visibilité sur ce qu'il est en train de faire. Ça peut être avec un outil CRM, Salesforce, HubSpot CRM, etc. Ou bien un outil projet comme Asana ou bien Trello. Donc, on configure, on met tout le monde en mode projet. Et on sait en temps réel ce qu'il est en train de faire. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que lorsqu'il devait faire une tâche, il a dépassé le délai, mais vous pouvez le relancer là-dessus. Hello, tu étais supposé faire ça, le délai est dépassé, où est-ce que tu en es? Donc, on n'a pas besoin de venir à chaque fois. Non, non, non. Avec ça, on a une visibilité. Et ça permet que chacun sache ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire, et que chacun évolue. Waouh, waouh, waouh. Alors, est-ce que tu as 5 minutes pour moi? Je sais que 5 petites minutes. Oui. Parce qu'il y a une question. Après, je laisse les autres 5 minutes pour les questions des internautes. Je fais vite. Hein. La question, c'est une question. D'accord? Quelle pratique pour gérer des leads qualifiés via les réseaux digitaux? Ta question me fait sourire. C'est une question pour le business là. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je fais exprès de te poser cette question-là. Après, je pose la question des autres. D'abord, moi. D'abord, je suis désolée, je suis égoïste. Je pense à moi d'abord. Ok, réponds à ta question. Alors, concernant tout ce qui est, réseautage et expansion, d'accord? Quelle pratique pour générer des leads qualifiés via les réseaux digitaux? Moi, j'ai un outil que j'utilise. Là, je te parle, j'ai une base de données de quoi? De 100, de 200 prospects par rapport à mes accompagnements sur le volet accompagnement de carrière. Un outil très simple que j'utilise, hyper simple, c'est Google Forms, tout simplement. D'accord. Pendant que je fais donc mes posts, etc., bon, évidemment, j'ai une stratégie de publication. Je ne poste pas pour poster. Si tu me suis un peu, tu vas te rendre compte que j'ai des jours précis où je poste. Chaque jour où je poste, il y a un contenu précis que je ventile. Donc ça découle de plusieurs analyses. J'ai fait des sondages, j'ai fait des questionnaires, bon, bref. Donc, c'est un outil très simple. Pendant que je fais mes prospections, pendant que je lance mes offres, ou bien pendant que je fais des événements, etc., je utilise Google Forms qui me permet qui me permet de pouvoir qualifier justement, de pouvoir qualifier mes leads. Et puis derrière, après, je les relance. Derrière, après, c'est du phoning. Voilà, derrière, c'est des groupes WhatsApp. Il y a tellement de stratégies derrière. Et puis, je les qualifie, je les transforme en clients. C'est juste ça. D'accord. Merci beaucoup. Eh bien, oui, Germina, j'en profite. Alors, posons les questions. Je vais montrer vos questions. Alors, il y a une question de Germina qui est ici. Attends, je vais la retrouver. J'ai vu sa question. Ah, je crois qu'elle a enlevé sa question. J'ai vu. Alors, ce n'est pas affiché là, mais je la vois ici. Quel outil conseillez-vous pour les entrepreneurs qui débutent? Outils au niveau commercial ou au niveau marketing? Je pense les deux. Hein. Si tu as 2 outils à dire, je pense que c'est les deux par rapport à sa question. Bon, comme je disais, pour les entrepreneurs qui débutent, il y a plusieurs éléments qu'il faut voir, qu'il faut prendre en compte. Déjà, un entrepreneur, son temps, c'est de l'argent. L'entrepreneur doit être capable de gérer son temps. Donc, vous avez une partie de productivité qu'il faut prendre en compte. Je conseille d'utiliser Asana ou Trello. Et Asana ou Trello, je vous conseille d'utiliser la méthode d'Eisenhower, c'est ce que j'utilise. Donc, il faut s'adresser aux tâches ou aux missions les plus importantes, les plus urgentes, en première position, et ensuite descendre vers les moins importantes, les moins urgentes. Donc, Asana ou Trello, vous mettez vous-même en mode projet. Voici ce que j'ai à faire. Voici ce que je fais maintenant en cours.
voici ce que je dois terminer avec quel délai. Donc ça, c'est la gestion du temps. Pour moi, la première chose pour un entrepreneur, c'est la gestion de son temps. D'abord. Ensuite, des outils par rapport à la prospection. Il faut qu'il connaisse sa cible. Il faut qu'il connaisse les points de contact de sa cible. Je trouve mes clients où? Mes clients sont sur les réseaux sociaux. Sur quel type de réseaux sociaux? Sur ces réseaux sociaux, quels sont les genres de contenus qu'ils consomment? C'est des questions qu'il faut se poser pour pouvoir agencer la chose. Et c'est là où c'est important de pouvoir avoir un mentor, un coach. Donc, comme je suis ici dans l'entrepreneuriat, je me suis fait accompagner à distance. J'ai pris le temps de regarder ce que les autres font, d'apprendre avec d'autres coachs, de suivre des webinaires, de participer à des événements. J'ai payé des formations. Je suis allé suivre une conférence de 1 heure, de 2 heures que j'ai payé à des dizaines de milliers de francs pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre les secrets des autres, pour savoir comment est-ce qu'ils ont géré les difficultés. Donc, au-delà de tout, il faut se faire coacher. Au-delà de tout, il faut se faire accompagner. Donc, pour moi, au-delà de ce que je viens de dire, la gestion du temps, la productivité, un des grands secrets, il faut un mentor, il faut un coach. Merci beaucoup. Une autre question de Mikanou. Excuse-moi si je prononce mal ton nom, hein, pardon, mais je fais de mon mieux. Alors, il dit, pour une entreprise qui est dans la vente des couches bébés, comment rentrer dans un marché où la concurrence est forte? Il y a tellement de stratégies. Il y a tellement de stratégies. Alors, vous rentrez dans un marché. Bon, évidemment, j'aurais besoin de certaines informations. Donc, ce que je vais dire, c'est, je vais prendre juste de façon générale. Lorsqu'on dit concurrence forte, il faut même définir c'est quoi concurrence forte. La concurrence peut être forte par rapport au prix, la concurrence peut être forte par rapport à la distribution. Quand je dis distribution, c'est que vous n'arrivez même pas à placer vos produits chez les revendeurs. C'est compliqué. Vous arrivez chez un revendeur, vous voulez référencer le produit, il vous dit qu'il ne peut pas, il n'a plus de place pour vos produits. Donc, il y a plein d'éléments, plein de détails que je n'ai pas pour être beaucoup plus précis. Mais, on fait en général, lorsqu'on veut lancer un produit, c'est bien lancement de produit, n'est-ce pas? Oui, pour couche bébé et même il a rajouté couche pour femmes lors des menstrues. Oui, donc il faut faire une stratégie de pénétration. Une stratégie de pénétration, elle a plusieurs volets. Donc, il y a ce qu'on appelle bon, c'est pas là, c'est des mots théoriques hein, parce que je suis formateur aussi. Je donne les mots théoriques. Mais pour être beaucoup plus simple, comment on fait pour qu'on m'accepte sur le marché? Je viens d'arriver. Mais votre prix doit être moins élevé que les autres. Vous devez être moins cher par rapport aux autres. Donc, il y a cette barrière de dire, mais si mon prix est un peu bas, ça biaise la valeur. Attention, attention. Si vous voulez inonder le marché rapidement de vos produits, l'une des meilleures façons de faire, c'est de vendre moins cher que le prix moyen du marché. C'est l'une des stratégies les plus simples à faire. Ça suppose que vous maîtrisez beaucoup de production. Parce que si vous amusez à inonder des centaines de milliers, etc., à un prix très bas, vous ne rentrez pas dans vos coûts, vous allez faire faillite bientôt. Une des stratégies les plus simples, c'est d'être moins cher. Une autre stratégie, c'est de faire du street marketing. Une autre stratégie, c'est de faire des activités, c'est de faire des gifts, c'est de faire, comment on dit ça? Je vais utiliser des termes marketing, je ne sais pas si, bon, c'est de faire du test and learn. Donc, une autre stratégie, c'est de proposer gratuitement vos produits à un échantillon de la population, leur permettre de tester. Vous pouvez faire, je donne un exemple. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire, donc c'est des choses qu'on faisait. Lorsque, bon, je ne vais pas dire le nom, lançait un nouveau produit, ce qu'on a fait, c'est que on a proposé le produit gratuitement. On a donné le produit gratuitement au distributeur. On a donné le produit gratuitement aux revendeurs. Donc, on a donné des portions, des quantités de produits gratuites. Allez-y, prenez, vendez, essayez, testez. Donc, ça suppose que vous avez un budget marketing qui vous permet de pouvoir, parce que c'est des pertes en guillemets, même si c'est un investissement à long terme. Mais c'est des pertes en guillemets. C'est des pertes à court terme. Vous allez perdre de l'argent à court terme. Mais à long terme, c'est un investissement. Les gens vont tester, ils vont essayer. Et quand les gens testent, ils essaient, ils apprécient, qu'est-ce qu'ils font? Ils recommandent. Donc, commander, je veux dire dans le sens d'aller acheter. Et quand je dis recommande, je dis recommandation. Parler du produit autour d'eux. Donc, ça, c'est quelques éléments. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin si j'ai plus d'informations.
En tout cas, bon, là, comme tu es là, je vais te prendre au piège. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent et tu sais que tu n'as pas assez de temps. Est-ce que ça te dirait devant toute la communauté, ta communauté et ma communauté, de refaire un live numéro 2? Parce que je ne vais pas te mentir, hein, il y a des questions là, j'en ai plein que je n'ai pas pu poser. Donc, est-ce que ça te dirait de se fixer un rendez-vous pour un live numéro 2? Je pense que ça peut être faisable. Hein. C'est juste qu'on a en plus agencé nos calendriers. On en parle en inbox après. Ah ah, voilà. Tu as vu, là, c'est en live. Hein. Ça veut dire que là, les gens, ils ont vu que tu as dit oui. Hein. Ça veut dire que là, il y aura un deuxième live. Voilà. Donc, du coup, les amis, il y aura un deuxième live. Donc, préparez vos questions. Hein. D'accord? Comme ça, au moins, bon, moi, je promets, je poserai moins de questions. Je vais vous laisser poser vos questions. Voilà, je vais vous laisser passer en premier. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour... là, on est vers la fin. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos communautés? Est-ce que tu as un dernier mot à leur dire? Déjà, merci hein, d'avoir fait le déplacement, d'avoir pris de votre temps. Comme on dit, le temps, c'est de l'argent. J'ai pris plaisir à faire ce live. Hein. C'est vite passé. Je regarde l'heure et ça me fait sourire. On espère qu'on pourra se retrouver pour un second live hein, et on pourra un peu creuser les choses. Ouais. Un conseil, comme je disais, j'insiste beaucoup, pour ceux qui veulent entreprendre, c'est de se faire accompagner. Pour moi, c'est vraiment une des clés. Donc, vous avez Dorette qui accompagne vraiment qui est les mêmes entrepreneuses, comme elle aime bien le dire, c'est même entrepreneuse, n'est-ce pas? Même preneuse. Même preneuse. Voilà. La même preneuse, les mamans entrepreneuses. Entrepreneuse, voilà. Exactement. Donc, c'est de se faire accompagner par des gens qui sont passés par là, ou bien qui ont développé des compétences, qui ont pris le temps de se former. Voilà. Moi, je passe à des choses, mais il y a 13 ans d'expérience professionnelle derrière. Il y a 13 ans d'expérience professionnelle derrière ces partages. Il y a des dizaines de certifications derrière ces partages. Il y a des échecs, il y a des douleurs derrière ces partages-là. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui est déjà passé par le chemin, qui peut vous permettre de faire de gagner du temps, de l'argent, de l'énergie. Un bon mentor qui pourra vous accompagner. Ça peut être gratuitement, ça peut être de façon payante. Il ne faut pas hésiter pour moi. Je l'ai dit, moi, je paye des formations payantes. Voilà, donc, il ne faut pas hésiter à trouver une bonne personne, même si c'est qui va vous aider à éviter certains pièges, à ne pas perdre du temps, à éviter certains échecs. Parce qu'en entrepreneuriat, les échecs, ça démoralise. C'est le burn-out derrière. C'est des dettes parfois, des gens qui ont mal managé, qui ont pris des dettes, ils ne savent pas rembourser. Il y a d'autres qui sont là en prison. Je ne veux pas faire peur aux gens, mais voilà. On n'est pas là pour faire peur, mais c'est la réalité. Hein. C'est vrai. Oui, donc voilà, il faut se faire quoi? Il faut se faire accompagner. Voilà. Il faut se faire accompagner par un coach, un bon coach qui pourra vous aider. Voilà. Voilà. Le mot d'ordre, faites-vous accompagner. Ouais, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir. Est-ce que tu as les actualités? Vite fait, en une minute, est-ce que tu as les actualités? Alors, bon, qu'ils aillent sur ma page parce que je vais lancer semaine prochaine. Donc, j'aurai un live spécial stratégie d'acquisition client parce que mon réseau m'a demandé ça lors de mes derniers sondages. Comment faire pour acquérir des clients? Ça peut intéresser aussi. Moi, ça m'intéresse. C'est quand le live? Alors, je n'ai plus la date en tête. Je suis en train de... D'accord. De toute façon, je suis abonnée, j'ai mis une cloche. Donc, quand tu publies, je regarde. T'inquiète pas, je aurai une notification. Voilà. Donc, c'est peut-être ça. Et voilà, à part ça, le reste, c'est de me suivre sur ma page, voilà, Floris Koufi, et il pourra avoir d'autres informations. D'accord, voilà. En tout cas, faites-vous accompagner et je vous remercie en tout cas tous et toutes d'être venus nous soutenir Floris, me soutenir. Je vous souhaite une excellente soirée ou bien une excellente journée pour ceux qui nous regardent depuis la Guadeloupe, hein, Germina. Voilà, donc je vous embrasse et que Dieu vous bénisse. Bye. Au revoir, merci. Reste connecté, Floris. Hein. Pas de souci, je suis là.